Il y a des moments dans la vie où tout bascule en une seule phrase, où le monde que vous pensiez connaître se fissure, se brise, et révèle une vérité si terrible que vous ne pourrez plus jamais respirer de la même façon. Pour moi, ce moment est arrivé devant 100 personnes, dans une salle décorée de roses blanches et de mensonges dorés, le soir de mes 25 ans de mariage. Mon mari s'est levé, a pris le micro, et avec un sourire que je ne lui connaissais pas, il m'a humilié publiquement d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi j'avais un secret gardé pendant 30 ans, un secret qui allait le détruire. Cette histoire commence dans les flammes d'un incendie à Villeurbanne, se poursuit dans le silence d'un appartement lyonnais et se termine dans la révélation la plus dévastatrice qu'une famille puisse connaître. C'est l'histoire de ce que nous faisons par amour, de ce que nous cachons par lâcheté, et de ce prix terrible que nous payons tous quand la vérité finit par éclater. Parce que certains secrets ne devraient jamais être gardés, et certaines trahisons ne peuvent jamais être pardonnées. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi intenses et émouvants. Laissez un like si vous voulez soutenir ce type de contenu, et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien compte énormément. J'avais 65 ans le soir où ma vie s'est brisée en deux. Et le bruit qui a tout déclenché fut celui d'une coupe de champagne qu'on levait trop haut, avec trop d'assurance, avec trop de mensonges. C'était notre anniversaire de mariage. 25 ans, un quart de siècle. La salle des fêtes sur les quais de la Saône, à Lyon, brillait comme une boîte à bijoux. Les guirlandes dorées se balançaient doucement sous le souffle de l'air conditionné. Les tables étaient dressées avec cette élégance discrète que j'avais toujours aimée. Nappes blanches, roses pâles, petites bougies qui tremblaient dans leurs photophores en verre. L'odeur du coq au vin flottait encore dans l'air, mêlée au parfum sucré des tartes aux mirabelles que ma belle-sœur Jacqueline avait apportées de sa pâtisserie à Villeurbanne. Les invités riaient, mes amis du club de bridge, les collègues de Marcel de la banque Crédit Lyonnais, nos voisins de l'immeuble près de la place Bellecour, même le vieux monsieur Renard qui habitait au rez-de-chaussée et qui ne sortait presque jamais. Tout le monde était là, tout le monde souriait. Et moi aussi je souriais, assise à la table d'honneur, ma robe en soie bleu marine épousant mes épaules fatiguées, mes cheveux gris relevés en chignon comme je les portais toujours pour les grandes occasions. Je me souviens d'avoir pensé, à cet instant précis, que c'était peut-être le plus beau soir de ma vie, que tout ce que j'avais enduré, les nuits blanches à l'hôpital quand j'étais infirmière, les disputes silencieuses, les années où Marcel rentrait tard sans explication, que tout cela, finalement, avait valu la peine. Parce que nous étions là, ensemble, après 25 ans. Quelle idiote j'étais. La musique s'est arrêtée. Les conversations se sont éteintes comme des bougies soufflées une à une. Et puis, j'ai entendu le tintement métallique d'une cuillère contre du cristal. Marcel s'était levé. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé un quart de siècle de ma vie. Il tenait sa coupe de champagne d'une main ferme, presque théâtrale, et son sourire, ce sourire que je connaissais si bien, avait quelque chose de différent, quelque chose de cruel. « Mes chers amis », commença-t-il, et sa voix résonnait dans le silence avec une clarté insupportable. Je voudrais dire quelques mots en cette soirée si spéciale. Les gens hochaient la tête attendant les mots tendres, les remerciements, peut-être même une déclaration d'amour. Moi aussi j'attendais. Mon cœur battait doucement, naïvement. 25 ans, poursuivit-il en me regardant, mais ce regard n'avait rien de tendre. C'était froid, distant, comme s'il observait un meuble dont il voulait se débarrasser. 25 ans, c'est long, c'est suffisant. Un frisson glacé descendit le long de ma colonne vertébrale. Autour de nous, quelques personnes échangèrent des regards confus. Jacqueline, assise à ma gauche, posa sa main sur mon bras. Je sentais ses doigts trembler. Marcel leva sa coupe plus haut encore, comme un juge levant son marteau. Je veux être honnête ce soir. Honnête avec vous tous et surtout avec moi-même. Il marqua une pause, savoura le silence, puis lâcha les mots comme des pierres jetées dans un lac tranquille. Je veux quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui me comprenne vraiment, quelqu'un qui n'est pas toi, Madeleine. Le monde s'arrêta. Je ne respirais plus. Mon cœur ne battait plus. Autour de moi, les visages se figèrent dans une expression d'horreur polie, cette horreur que les Français savent si bien masquer sous une couche de civilité. Mais elle était là, je la voyais dans leurs yeux. La pitié, la gêne, le plaisir secret du scandale. « Je veux que tu quittes l'appartement demain », continua-t-il. «
et sa voix était maintenant plus forte, presque joyeuse, comme s'il annonçait de bonnes nouvelles. « J'ai déjà fait préparer tes affaires. C'est mieux comme ça, pour nous deux. » Ma coupe de champagne glissa entre mes doigts engourdis, mais je la rattrapais au dernier moment. Le cristal était glacé contre ma paume moite. Je sentais tous les regards fixés sur moi, attendant ma réaction, attendant que je m'effondre, que je pleure, que je supplie peut-être. Mais je ne fis rien de tout cela, parce qu'au milieu de cette humiliation publique, au milieu de ce désastre orchestré avec tant de cruauté, quelque chose en moi s'est réveillé, quelque chose d'ancien, de dur, de profondément enfoui, une vérité que j'avais cachée pendant 30 ans, une vérité qui brûlait comme un incendie dans ma poitrine. Lentement, très lentement, je me suis levé. Ma chaise a crissé contre le parquet. Le silence était si total qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. J'ai marché jusqu'à la petite scène où se trouvait le micro que le DJ avait installé plus tôt dans la soirée. Mes jambes tremblaient, mais je ne les laissais pas me trahir. J'ai pris le micro. Mes doigts se sont refermés autour du métal froid, et j'ai regardé Marcel droit dans les yeux. « Avant que tu ne partes, mon cher mari, » dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix calme, presque douce, mais tranchante comme du verre brisé. « Peut-être devrais-tu savoir qui est réellement la femme pour qui tu me quittes. » Il fronça les sourcils, amusé, presque condescendant. « Qu'est-ce que tu racontes, Madeleine ?» Je souris. Un sourire triste, un sourire qui portait le poids de 3 décennies de silence. « Et peut-être, continuai-je en balayant la salle du regard, que nos invités devraient savoir pourquoi cet appartement de la place Bellecour dont tu veux me chasser ne t'a jamais appartenu. » Les murmures commencèrent. Marcel pâlit légèrement, mais garda son masque d'assurance. « L'appartement est à moi depuis avant notre mariage, » déclarai-je clairement, pour que chacun entende. « Hérité de ma grand-mère maternelle en 1973. Tu le sais très bien. Mais apparemment, dans ta hâte de jouer au jeune homme libéré, tu as oublié ce petit détail. » Des rires nerveux éclatèrent ici et là. Jacqueline porta sa main à sa bouche. Monsieur Renard émit un petit sifflement admiratif. Mais je n'avais pas fini. Cependant, poursuivis-je en sentant ma voix trembler maintenant, non de peur, mais de quelque chose de bien plus puissant. Il y a une autre histoire que je dois raconter ce soir. Une histoire que j'ai gardée enfermée pendant 30 ans. Une histoire qui concerne un incendie. Une femme qui est morte en appelant ton nom. Et un enfant que tu as juré de ne jamais revoir. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Marcel était devenu blanc comme un linge. À côté de lui, une jeune femme que je n'avais pas remarquée jusqu'alors. Cheveux blonds coupés courts, robe bleue électrique, peut-être 30 ans tout au plus, baissa les yeux. Et c'est là, à cet instant précis, que je vis ce que je n'aurais jamais dû voir. Sur son poignet gauche, elle portait un bracelet en argent terni avec un petit pendentif en forme de colombe. Un bracelet que je connaissais. Un bracelet que j'avais retiré du poignet d'une femme mourante, une nuit de 1984, pendant qu'un immeuble brûlait à Villeurbanne et que les sirens hurlaient dans la nuit d'été. Un bracelet que j'avais gardé puis donné. Donné à la petite fille que j'avais sauvée des flammes. La petite fille, qui s'appelait Élodie. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Mes mains se mirent à trembler si violemment que je dus poser le micro sur son support. Autour de moi, les invités attendaient, suspendus à mes lèvres, ne comprenant pas pourquoi je m'étais arrêté. Mais moi, je comprenais tout maintenant. La jeune femme au bras de Marcel n'était pas une inconnue. C'était elle. C'était Élodie, la fille que j'avais élevée comme la mienne pendant 15 ans, avant qu'elle ne parte étudier à Paris et que nous perdions contact. La fille dont la mère était morte, murmurant le nom de l'homme que j'allais épouser 2 ans plus tard. Et Marcel, mon Marcel, ne l'avait jamais reconnu, parce qu'il ne l'avait jamais vraiment regardé. Je repris le micro, sentant les larmes monter, mais refusant de les laisser couler. « Cette histoire », murmurai-je en fixant la jeune femme qui levait maintenant les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Peur, reconnaissance, honte. Cette histoire commence il y a 30 ans, dans les flammes d'un immeuble de Villeurbanne. Et elle se termine ce soir dans cette salle devant vous tous. Je pris une grande inspiration, parce que parfois, ce qui brûle dans le passé revient nous consumer dans le présent. Et ce soir, mon cher Marcel, ton passé vient de te rattraper. Il y a des nuits qui ne s'effacent jamais. Des nuits qui restent gravées dans la chair, dans les os, dans chaque respiration que l'on prend pour le reste de sa vie. La nuit du 14 juillet 1984 est l'une de ces nuits pour moi. Une nuit où le ciel de Villeurbanne s'est embrasé.
Non pas des feux d'artifice de la fête nationale, mais d'un incendie qui allait changer le cours de mon existence pour toujours. J'avais 35 ans à l'époque. J'étais infirmière à l'hôpital Édouard Herriot depuis presque 10 ans, habituée aux urgences, au sang, aux cris, à la mort qui rôdait dans les couloirs blancs et aseptisés. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre cette nuit-là. Mon service s'était terminé tard, vers 23 heures. Les festivités battaient leur plein dans toute la ville. On entendait la musique des bals populaires, les rires des familles rassemblées sur les berges du Rhône, les pétards que les enfants faisaient exploser dans les ruelles. Je marchais tranquillement vers l'arrêt de bus rue Léon Blum, mon sac en bandoulière, mes chaussures blanches d'infirmière claquant contre le trottoir encore chaud de cette journée d'été étouffante. C'est alors que j'ai entendu les premières sirènes, puis les cris, puis j'ai vu la fumée, noire, épaisse, s'élevant comme un monstre au-dessus des toits, à quelques rues de là, du côté de la rue des Lilas. Mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai couru. Mes jambes me portèrent vers le danger alors que tout le monde fuyait dans la direction opposée. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés. L'immeuble, un vieux bâtiment de 4 étages aux volets verts délavés, avec ses balcons en fer forgé rouillés et ses murs lépreux, était déjà à moitié consumé. Les flammes sortaient des fenêtres du 2e étage comme des langues de dragon, léchant les façades, dévorant tout sur leur passage. Les gens criaient, se bousculaient, certains en pyjama, d'autres à moitié nus, tenant des enfants dans leurs bras, ou traînant des valises qu'ils abandonneraient quelques mètres plus loin. La chaleur était insoutenable, même à 20 mètres de distance. L'air sentait le caoutchouc brûlé, le plastique fondu, et cette odeur âcre et sucrée que je reconnaîtrai plus tard comme celle de la chair humaine qui se consume. Et c'est là que je l'ai vue, une femme, au balcon du 3e étage. Elle était penchée par-dessus la rambarde, ses longs cheveux châtains collés à son visage en sueur, tenant dans ses bras une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 4 ou 5 ans. La fillette pleurait, toussait, ses petites mains agrippées au cou de sa mère comme si elle pouvait ainsi la protéger des flammes qui montaient derrière elle. « S'il vous plaît !» hurlait la femme, sa voix brisée par la fumée et le désespoir. « Quelqu'un! Ma fille! Sauvez ma fille !» Personne ne bougeait. Les voisins étaient paralysés par la peur, attendant les secours qui n'arrivaient pas assez vite. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'instinct, peut-être le destin, peut-être simplement parce que j'étais infirmière et que sauver des vies était inscrit dans mon ADN, j'ai couru vers l'entrée de l'immeuble. La cage d'escalier était un enfer. La fumée noire me brûlait les yeux, la gorge, les poumons. Je ne voyais presque rien, ne respirais presque plus. Je montais les marches en tâtonnant le long du mur brûlant, comptant les étages dans ma tête. 1, 2, 3. Le bois craquait sous mes pieds. Quelque part au-dessus, j'entendais des poutres qui s'effondraient avec un bruit sourd et terrible. Quand j'ai atteint le 3e étage, la porte de l'appartement était ouverte, arrachée de ses gonds par la pression de la chaleur. À l'intérieur, c'était l'apocalypse. Les meubles brûlaient comme des torches. Les rideaux n'étaient plus que des lambeaux carbonisés. Le papier peint se décollait en longues bandes noircies. Et au fond, près de la fenêtre du balcon, la femme était là, toujours debout, tenant l'enfant contre elle. « Donnez-la-moi » hurlai-je en m'approchant, protégeant mon visage avec mon bras. Elle me regarda, et dans ses yeux verts magnifiques, même à travers la fumée et les larmes, je vis quelque chose qui me hanterait pour toujours. Ce n'était pas de la peur, c'était de la résignation, comme si elle savait déjà qu'elle ne sortirait pas vivante de là. « Prenez-la » dit-elle d'une voix étrangement calme en me tendant la fillette. « Prenez Élodie. S'il vous plaît, dites-lui. Dites-lui que je l'aime. » Je saisis l'enfant, qui se débattait, appelant sa maman, ses petits poings frappant ma poitrine. Mais je la tenais fermement, tournant déjà vers la sortie. « Venez » criai-je à la femme. « Venez maintenant. Je peux vous aider. » Elle secoua la tête. Du sang coulait de son front. Elle avait dû se cogner contre quelque chose. Sa robe blanche était déchirée, brûlée par endroits, et je vis alors que sa jambe gauche était coincée sous une poutre effondrée. Elle ne pouvait pas bouger. « Partez » ordonna-t-elle, et sa voix était maintenant à peine un murmure. « Sauvez-la. C'est tout ce qui compte. » Puis, au moment où je me retournais, elle dit quelque chose d'autre, quelque chose que je n'oublierai jamais. « Dites à Marcel » Elle toussa violemment, crachant de la fumée noire. « Dites à Marcel que je lui pardonne. » Pour tout, Marcel. Mon sang se glaça, mon cœur s'arrêta une fraction de seconde. Marcel,
Mon Marcel, l'homme que je fréquentais depuis 6 mois, l'employé de banque élégant et charmeur qui me faisait rire, qui m'emmenait dîner dans les bistrots du Vieux Lyon, qui me parlait de projets d'avenir. Je voulus lui demander ce qu'elle voulait dire, mais à cet instant, le plafond commença à s'effondrer. Des morceaux de plâtre et de bois enflammés tombaient autour de nous comme une pluie de feu. Je n'avais plus le choix. Je courus. Je courus en tenant Élodie contre moi, descendant les escaliers en trébuchant, manquant de tomber à chaque marche, mes poumons en feu, mes yeux brûlants, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Derrière moi, j'entendis un craquement terrible, puis un hurlement. Bref, déchirant, puis plus rien. Quand je sortis de l'immeuble, les pompiers venaient d'arriver. Quelqu'un m'arracha l'enfant des bras. On me mit un masque à oxygène sur le visage. Je toussais, crachais, mes jambes ne me portaient plus. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce nom. Marcel. 3 jours plus tard, quand je fus sorti de l'hôpital où l'on m'avait gardé en observation pour inhalation de fumée, je me rendis chez Marcel. Il habitait un petit appartement rue de la République, au 5e étage d'un immeuble bourgeois avec ascenseur et concierge. Quand il ouvrit la porte, il souriait, heureux de me voir, me demandant comment j'allais, s'inquiétant de mes bandages aux mains. Je lui racontais l'incendie. Je lui parlais de la femme, de la petite fille. Et puis, en le regardant droit dans les yeux, je prononçai le prénom que la mourante avait murmuré. Claire. Elle s'appelait Claire. Son visage changea instantanément. Toute couleur le quitta. Ses lèvres tremblèrent. Il recula d'un pas, s'appuyant contre le mur, et pendant un long moment, un moment qui me parut durer une éternité, il ne dit rien. Puis finalement, dans un souffle à peine audible, « Elle est morte ?» Je hochai la tête. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il ne s'effondra pas. Il resta simplement là, debout, les yeux fixés sur un point invisible devant lui, comme si son âme venait de quitter son corps. Ce jour-là, je compris que l'homme que j'aimais en aimait une autre, que son cœur appartenait à une femme qui venait de mourir dans les flammes, et que moi, Madeleine Fournier, je ne serais jamais qu'un second choix, une consolation, un pansement sur une blessure qui ne guérirait jamais. Mais j'étais jeune, j'étais naïve, et j'étais amoureuse. Alors je restais. Les secrets ont un poids. On croit pouvoir les porter, les cacher dans un coin sombre de notre cœur, les enterrer sous des années de silence et de sourires forcés. Mais ils ne disparaissent jamais vraiment. Ils grandissent, se nourrissent de notre culpabilité, de nos mensonges, de notre lâcheté, et un jour ils deviennent si lourds qu'ils menacent de tout faire s'effondrer. Le mien pesait exactement 230 grammes. C'était le poids d'une photographie brûlée, cachée dans une boîte en métal rouillé, au fond de mon armoire, pendant 28 ans. Après l'incendie, après que Marcel m'eut avoué, dans un moment de faiblesse un soir d'automne, alors que nous étions assis sur un banc du parc de la Tête d'Or et que les feuilles mortes tourbillonnaient autour de nous, que Claire avait été le grand amour de sa vie, j'aurais dû partir. J'aurais dû le quitter, refaire ma vie, trouver quelqu'un qui m'aimerait vraiment, pleinement, sans l'ombre d'une morte entre nous. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il y avait Élodie. La petite fille que j'avais sauvée des flammes n'avait personne. Pas de père, Claire ne l'avait jamais nommée, et les services sociaux n'avaient trouvé aucun document. Pas de famille. Claire était orpheline elle aussi, arrivée à Lyon depuis Marseille quelques années plus tôt. Élodie allait être placée en foyer, ballottée d'une famille d'accueil à l'autre, condamnée à grandir sans racines, sans amour, sans personne pour lui dire qu'elle était précieuse. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être jamais dû faire. J'ai demandé à l'adopter. Les assistantes sociales étaient réticentes au début. J'étais célibataire. Je travaillais de nuit. J'habitais un petit 2 pièces rue Garibaldi qui sentait l'humidité et le désinfectant. Mais j'ai insisté. J'ai plaidé ma cause. J'ai raconté comment j'avais risqué ma vie pour la sauver. Comment je m'étais occupé d'elle à l'hôpital pendant sa convalescence. Comment elle s'accrochait à moi chaque fois que quelqu'un essayait de nous séparer. Et finalement, 6 mois plus tard, en janvier 1985, Élodie devint légalement ma fille. Marcel et moi nous sommes mariés 2 ans après, en juin 1987. C'était un mariage simple, à la mairie du 2e arrondissement, avec juste quelques témoins, Jacqueline, ma belle-sœur qui était déjà méfiante à l'époque, et qui m'avait dit en m'aidant à enfiler ma robe beige, « Tu es sûre de ce que tu fais, Madeleine ?» Cet homme n'a jamais cessé de pleurer une autre femme. Je lui avais souri, assuré que tout irait bien, que l'amour guérissait toutes les blessures. Quelle menteuse j'étais, surtout envers moi-même.
Nous avons emménagé dans l'appartement de la place Bellecour, celui que ma grand-mère Hélène m'avait légué à sa mort. Un magnifique 4 pièces au 5e étage, avec de hauts plafonds moulurés, un parquet en chêne qui craquait doucement sous les pas, et de grandes fenêtres qui donnaient sur la place et la statue équestre de Louis XIV. Élodie avait sa propre chambre peinte en rose pâle, avec des rideaux à fleurs et une bibliothèque que je remplissais de livres. Babar, Le Petit Prince, les contes de Perrault. Marcel était un père correct, mais distant. Il ne maltraitait pas Élodie, ne criait jamais, ne levait jamais la main. Mais il ne la regardait jamais vraiment non plus, comme si elle était un meuble, un élément du décor, quelque chose qu'il devait accepter pour m'avoir moi. Parfois, quand je les observais ensemble, lui lisant son journal au salon pendant qu'elle jouait par terre avec ses poupées, je me demandais s'il savait, s'il se doutait que cet enfant était la fille de la femme qu'il avait aimée. Mais je ne lui ai jamais dit, jamais. C'était mon secret, mon fardeau, ma pénitence. Et puis il y avait la photographie. Je l'avais trouvée quelques semaines après l'incendie, en retournant sur les lieux avec une assistante sociale pour récupérer les quelques affaires d'Élodie qui avaient survécu. L'appartement était une carcasse noircie, un squelette de béton et de poutres calcinées. Mais dans un coin de ce qui avait été le salon, sous un morceau de plâtre effondré, j'avais aperçu quelque chose qui brillait faiblement. Une photographie encadrée. Le verre était brisé, le cadre en bois tordu et brûlé sur les bords. Mais l'image, miraculeusement, était encore visible. C'était clair. Elle portait une robe blanche toute simple, ses cheveux châtains tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle souriait, radieuse, ses yeux verts pétillants de bonheur. Et à côté d'elle, le bras passé autour de sa taille, se tenait un homme jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux noirs épais, un sourire confiant, et des yeux, ces yeux gris-bleu que je connaissais si bien. Marcel. Mon sang s'était figé dans mes veines. Mes mains tremblaient tellement que je faillis lâcher la photo. L'assistante sociale me demanda si j'allais bien, si je voulais m'asseoir, si j'avais besoin d'eau. Je mentis, dis que c'était juste l'émotion, la fumée qui me donnait encore des vertiges. Puis je glissai la photo dans mon sac, et je la ramenai chez moi. Pendant des années, je l'ai cachée. D'abord dans ma table de nuit, puis dans une vieille boîte à chaussures au fond du placard, puis finalement dans cette petite boîte en métal que je gardais sous une pile de draps dans l'armoire à linge. Je ne la regardais presque jamais, mais savoir qu'elle était là, si proche, me rongeait comme un acide lent et silencieux, jusqu'au jour où nous avons déménagé à Lyon, dans l'appartement de la place Bellecour. C'était en 1989. Élodie avait 9 ans. Elle m'aidait à déballer les cartons, rangeait ses jouets dans sa nouvelle chambre, explorait chaque recoin de cet appartement qui lui semblait un palais, après notre petit logement de Villeurbanne. Marcel était à la banque. Il avait obtenu une promotion, chef de service, un bureau avec vue sur le Rhône, un salaire qui nous permettait enfin de vivre confortablement. J'accrochais des cadres dans le salon quand je tombais sur notre photo de mariage. Une image froide, presque administrative, nous deux devant la mairie, souriant poliment, mes mains tenant un bouquet de roses blanches qui commençait déjà à faner. Marcel en costume gris, l'air ailleurs, comme toujours. J'ai accroché la photo au mur, au-dessus du buffet en noyer. Un cadre doré, élégant, qui attirerait le regard des visiteurs. Et puis, prise d'une impulsion que je ne m'explique toujours pas, était-ce de la vengeance? De la folie? Un besoin inconscient de garder la vérité près de moi? Je suis allé chercher la boîte en métal. J'ai sorti la photographie brûlée de Claire et Marcel. Mes doigts tremblaient en la manipulant. Les bords étaient noirs, friables, mais leur visage restait clair, lumineux, immortalisé dans un bonheur que je ne connaîtrais jamais avec cet homme. Et je l'ai glissé derrière notre photo de mariage. Personne ne pouvait la voir. Personne ne savait qu'elle était là. Le cadre cachait parfaitement cette image interdite, ce passé enfoui. Mais moi, je savais. Chaque fois que je passais devant ce mur, chaque fois que mon regard se posait sur notre photo de mariage, je sentais sa présence, comme une brûlure invisible, comme un fantôme piégé entre deux mondes. Les années passèrent. Élodie grandit, devint une adolescente magnifique avec les yeux verts de sa mère et une douceur qui me brisait le cœur. Elle me demandait parfois pourquoi je m'arrêtais toujours devant ce cadre, pourquoi je le fixais avec cette expression étrange. « Maman », me dit-elle un jour alors qu'elle avait 15 ans, « pourquoi tu regardes toujours cette photo comme si elle cachait un secret ?» Mon cœur manqua un battement. Je me forçai à sourire, caresser ses cheveux. « Parce que parfois, ma chérie, répondis-je doucement, les photos nous rappellent qui nous étions.
Et qui nous aurions pu être? Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas, puis haussa les épaules et retourna dans sa chambre. Mais moi, je restais là, debout devant ce mur, devant ce double portrait, l'un visible, l'autre caché, et je me demandais combien de temps encore je pourrais porter ce secret avant qu'il ne me dévore entièrement. Je ne savais pas encore que la réponse arriverait bien plus tôt que je ne l'imaginais, et que ce serait Élodie elle-même qui la découvrirait. Il y a des jours où le destin frappe à votre porte avec une telle ironie qu'on pourrait croire qu'il se moque de vous. Le 3 mai 2009 fut l'un de ces jours pour moi. Un dimanche ensoleillé, doux, avec ce parfum de printemps lyonnais qui flotte dans l'air, les glycines en fleurs sur les balcons, l'odeur du pain frais montant des boulangeries, le murmure des fontaines de la place Bellecour. J'avais 60 ans, et Élodie en avait 29. Cela faisait presque 10 ans que je ne l'avais pas vue. Elle était partie à Paris après son baccalauréat pour étudier l'histoire de l'art à la Sorbonne. Au début, nous nous téléphonions chaque semaine, nous nous écrivions des lettres, oui, de vraies lettres, sur du papier avec de l'encre, parce qu'Élodie aimait l'écriture manuscrite. Elle disait que c'était plus intime, plus sincère. Puis les appels s'étaient espacés, une fois par mois, puis à Noël, puis plus rien. Je ne lui en voulais pas. C'est ainsi que vont les choses. Les enfants grandissent, s'envolent, construisent leur propre vie. Et moi, j'avais Marcel. Enfin, j'avais l'illusion de Marcel. Un homme qui dormait à côté de moi chaque nuit mais dont l'esprit habitait ailleurs, dans un passé que je ne pouvais pas effacer, avec une femme morte que je ne pourrais jamais remplacer. Notre mariage était devenu une coquille vide. Nous nous parlions à peine. Il rentrait tard de la banque, mangeait en silence devant la télévision, puis se retirait dans son bureau pour lire des rapports financiers jusqu'à minuit. Parfois, en pleine nuit, je me réveillais et le trouvais debout près de la fenêtre du salon, regardant les lumières de Lyon, les mains dans les poches, perdu dans des qu'il ne partageait jamais avec moi. Je m'étais habitué à cette solitude à deux. Je m'étais résigné. Et puis, ce dimanche-là, le téléphone sonna. Maman? La voix était douce, un peu hésitante, mais je l'aurais reconnue entre mille. C'est moi, Élodie. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Mes mains se mirent à trembler. « Ma chérie !» m'exclamai-je, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de briser ma voix. « Comment vas-tu? Où es-tu? »« Je suis à Lyon, » répondit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Je suis rentrée hier. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. Je peux passer cet après-midi ?» J'acceptais immédiatement. Bien sûr que j'acceptais. J'aurais accepté n'importe quoi pour la revoir, pour tenir ma fille dans mes bras, pour sentir à nouveau qu'elle faisait partie de ma vie. Elle arriva vers 15 heures. Quand j'ouvris la porte, mon souffle se coupa. Elle était devenue une femme magnifique. Ses cheveux châtains tombaient en vagues souples jusqu'à ses épaules, exactement comme ceux de sa mère. Ses yeux verts brillaient de cette lumière particulière que possèdent les gens heureux. Elle portait une robe légère couleur crème, un foulard de soie autour du cou, et à son poignet gauche, mon Dieu, à son poignet gauche, le bracelet en argent, le bracelet de Claire, celui que je lui avais donné quand elle avait 16 ans, en lui racontant que c'était un cadeau de ma grand-mère. Un autre mensonge parmi tant d'autres. Maman, elle se jeta dans mes bras, et je la serrai fort, si fort, respirant son parfum, jasmin et bergamote, sentant ses cheveux doux contre ma joue. Des larmes montèrent à mes yeux, mais je les retins. « Tu m'as tellement manqué, murmurai-je. Toi aussi, maman. Toi aussi. » Nous nous installâmes au salon. Je préparais du thé au jasmin, son préféré, et sortis des financiers que j'avais achetés le matin même chez Pignol, la pâtisserie de la rue Émile Zola. Marcel n'était pas là. Il était parti jouer au golf avec des collègues, comme tous les dimanches. Une habitude qu'il avait prise depuis quelques années, une excuse supplémentaire pour ne pas rester à la maison, pour ne pas être avec moi. Élodie me parla de Paris, de ses études qu'elle avait terminées, de son travail dans une galerie d'art spécialisée dans les portraits du 19e siècle. Ses yeux brillaient quand elle parlait de peinture, de Ingres, de Delacroix, de ces visages figés dans le temps qui racontaient des histoires silencieuses. « J'ai toujours été fasciné par les portraits, » dit-elle en sirotant son thé, par la façon dont un simple regard, capturé sur une toile ou une photographie, peut révéler toute une vie, toute une âme. Quelque chose dans sa voix me mit mal à l'aise, quelque chose d'intense, de presque fiévreux. « Mais je ne suis pas venue seulement pour te parler d'art, » continua-t-elle en posant sa tasse. Elle prit une grande inspiration, et je vis ses joues rosir légèrement.
Je suis venu te présenter quelqu'un de très important pour moi. Mon cœur se serra. Un petit ami, évidemment. Elle était tombée amoureuse. C'était merveilleux. C'était normal. Alors pourquoi avais-je soudain cette sensation de malaise? Ce pressentiment terrible que quelque chose n'allait pas? Il attend en bas, dit-elle en se levant. Dans la voiture. Je voulais d'abord te parler seul. Mais maintenant, tu veux le rencontrer? J'acquiesçai, la gorge serrée. Elle descendit et remonta quelques minutes plus tard. Et quand elle ouvrit la porte de l'appartement, quand l'homme qui l'accompagnait entra dans mon salon, le monde s'arrêta de tourner. C'était Marcel. Mon mari, l'homme avec qui je vivais depuis 22 ans. Il me regarda, et pendant une fraction de seconde, une fraction infinitésimale de temps, je vis la panique traverser son regard. Mais il se ressaisit immédiatement, afficha ce sourire charmeur qu'il savait si bien porter, ce masque parfait de l'homme séduisant et sûr de lui. « Bonjour », dit-il d'une voix calme, presque amusée. « Vous devez être la mère d'Élodie. » Il me tendait la main de l'homme qui partageait mon lit, la main de l'homme qui m'avait épousé, la main de l'homme qui, manifestement, faisait semblant de ne pas me connaître. Je restais figé, incapable de parler, incapable de respirer. Mon cerveau refusait de comprendre ce qui se passait. C'était impossible. C'était un cauchemar. J'allais me réveiller. « Maman ?» La voix d'Élodie me ramena à la réalité. Elle me regardait avec inquiétude. « Ça va? Tu es toute pâle. » Je me forçai à sourire, à tendre ma main tremblante vers celle de Marcel. Nos doigts se touchèrent, et je sentis un frisson glacé me parcourir. « Enchanté », murmurai-je, ma voix à peine audible. Élodie rayonnait. Elle ne voyait rien. Elle ne comprenait rien. Elle était aveuglée par l'amour, par cette lumière trompeuse qui fait croire que tout est possible, que tout est beau, que tout est juste. « Maman, je te présente Henri », dit-elle en se blottissant contre lui, en passant son bras autour de sa taille, avec cette tendresse qui me déchira le cœur. L'homme qui a changé ma vie, Henri. Il lui avait donné un faux nom, bien sûr, évidemment. Je les regardais s'asseoir sur mon canapé, enlacés, complices, tandis qu'Élodie me racontait comment ils s'étaient rencontrés dans une galerie parisienne il y a 6 mois, comment il l'avait invitée à dîner, comment c'était le coup de foudre, comment elle n'avait jamais été aussi heureuse. Henri, jouait son rôle à la perfection. Il souriait, hochait la tête, caressait doucement les cheveux d'Élodie, me lançait de temps en temps des regards qui semblaient dire « Ne dis rien, pas un mot, sinon tu la perds pour toujours. » Et il avait raison. Que pouvais-je faire? Hurler la vérité? Lui dire que cet homme était mon mari? Que cet homme était probablement le père qu'elle n'avait jamais connu? Que cet homme avait aimé sa mère morte avant de m'épouser par dépit? Je ne pouvais rien dire. J'étais piégé dans mon propre mensonge, prisonnière de tous ces secrets que j'avais accumulés pendant des décennies. Alors je souris, je servis le thé, je posais des questions polies, je jouais mon rôle de mère heureuse et bienveillante, et pendant tout ce temps, je sentais mon cœur se briser en 1000 morceaux, silencieusement, irrémédiablement. Quand ils partirent, Élodie m'embrassa sur les 2 joues. « Je suis si heureuse que tu l'aies rencontré, maman », murmura-t-elle à mon oreille. « Il est merveilleux, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de parler. Marcel, Henri, me serra la main une dernière fois. « Au plaisir de vous revoir », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et ils disparurent dans l'escalier, leur rire résonnant dans la cage d'escalier comme une moquerie du destin. Je refermai la porte et m'effondrai contre elle, glissant lentement jusqu'au sol, mes jambes ne me portant plus. C'est là, assise par terre dans l'entrée de mon appartement vide, que je compris. Le châtiment pour tous mes mensonges venait de commencer. Les semaines qui suivirent cette visite furent un calvaire silencieux. Marcel rentra ce soir-là vers 22 heures, sentant le whisky et le cigare, avec cette désinvolture qui m'était devenue si familière au fil des années. Il accrocha sa veste dans l'entrée, dénoua sa cravate et se dirigea vers la cuisine sans même me regarder. Je l'attendais au salon, assise sur le canapé. Le même canapé où quelques heures plus tôt il s'était assis avec Élodie, jouant le rôle d'un homme nommé Henri, un parfait inconnu tombé amoureux de ma fille adoptive. « On doit parler », dis-je d'une voix que je voulais ferme mais qui tremblait malgré moi. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, me jeta un regard fatigué, presque ennuyé. « Pas maintenant, Madeleine. Je suis épuisé. Tu couches avec elle. » Ce n'était pas une question. C'était une accusation, un constat, une vérité que je n'aurais jamais dû prononcer à voix haute,
Parce qu'une fois dite, elle devenait réelle, tangible, impossible à ignorer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcel se retourna lentement, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du mépris. Un mépris froid, glacial, qui me fit comprendre à quel point j'étais devenue insignifiante à ses yeux. Et alors, répondit-il simplement, haussant les épaules. Qu'est-ce que ça change? Toi et moi, on sait très bien que ce mariage est mort depuis longtemps. Elle a 29 ans, Marcel. Elle pourrait être ta fille. Il eut un petit rire amer. Justement, elle pourrait, mais elle ne l'est pas. Mais il ne savait pas. Il ne savait toujours pas qu'Élodie était la fille de Claire. Et moi, même à ce moment-là, même face à cette trahison monstrueuse, je ne pouvais pas le lui dire. Parce que révéler cette vérité aurait détruit tout le monde. Élodie, Marcel, et moi. Alors je me tus, encore une fois, comme toujours. Il monta se coucher. Je restai assise là, dans le noir, jusqu'à l'aube. Les semaines passèrent dans une tension insupportable. Marcel disparaissait de plus en plus souvent, prétextant des voyages d'affaires à Paris, des réunions importantes, des conférences bancaires. Je savais qu'il était avec elle, avec Élodie, ma fille, l'enfant que j'avais sauvé, élevé, aimé. Et elle, dans son innocence cruelle, m'appelait parfois pour me raconter son bonheur. Comment Henri l'emmenait dîner dans les meilleurs restaurants, comment ils visitèrent des musées ensemble, comment il la comprenait comme personne ne l'avait jamais comprise. Chaque mot était un couteau planté dans mon cœur. Et puis, un mercredi après-midi de juin, quelque chose changea. J'étais sorti faire des courses aux Halles de Lyon Paul Bocuse. J'avais besoin de m'occuper, de sortir de cet appartement qui devenait une prison, de ne plus voir ce mur du salon avec notre photo de mariage qui cachait le secret de Claire. Je passais presque 3 heures à flâner entre les étals, achetant du fromage de chèvre de Saint-Marcellin, des saucissons de Lyon, des fruits frais, des choses dont je n'avais même pas envie, mais qui me donnaient l'illusion d'avoir un but, une raison d'être. Quand je revins à l'appartement vers 17 heures, quelque chose clochait immédiatement. La porte n'était pas verrouillée. Je l'avais pourtant fermée à clé en partant. J'en étais certaine. Mon cœur se mit à battre plus vite. Avions-nous été cambriolés? Je poussai la porte doucement, retenant mon souffle. L'appartement était silencieux. Rien ne semblait avoir été dérangé dans l'entrée. Mes chaussures étaient toujours alignées sous la console. Le vase en porcelaine de ma grand-mère était toujours à sa place. Je m'avançai dans le couloir, mes sacs de course à la main, et c'est là que je le vis. Le cadre au mur, notre photo de mariage, était de travers. Mon sang se glaça. Je lâchai mes sacs, qui tombèrent avec un bruit sourd sur le parquet. Des oranges roulèrent hors du sac en papier, se dispersant dans toutes les directions, mais je ne les regardais même pas. Je m'approchai du mur comme on s'approche d'une scène de crime. Mes mains tremblaient quand je décrochai le cadre. Il était plus léger que d'habitude, beaucoup plus léger. Je le retournai. Le dos du cadre avait été ouvert. Les petits clous qui maintenaient le carton de protection étaient éparpillés sur le buffet en dessous. Et là où aurait dû se trouver la photographie brûlée de Claire et Marcel, cette image que j'avais cachée pendant 28 ans, il n'y avait plus rien. Elle avait disparu. Un vertige me saisit. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Quelqu'un était entré ici. Quelqu'un avait ouvert le cadre. Quelqu'un avait trouvé la photo. Mais qui? Marcel était à la banque. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit ce matin en partant. Et Élodie était censée être à Paris. Elle ne devait revenir à Lyon que le week-end prochain. À moins que... Je me précipitai vers le téléphone et composai le numéro de portable d'Élodie. Une sonnerie, 2, 3, puis sa voix, essoufflée, un peu distante. « Allô? Élodie, c'est maman. Tu es où ?» Un silence. Trop long, trop lourd. « À Paris? Pourquoi ?» Elle mentait. Je le sentais dans sa voix. Cette hésitation, cette tension. « Tu es sûre? Tu n'es pas passée à la maison aujourd'hui ?»« Non, maman. Je te l'ai dit, je suis à Paris. Écoute, je dois te laisser, j'ai une réunion. Je te rappelle plus tard, d'accord ?» Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restais là, le combiné à la main, le cœur battant à tout rompre. Elle était venue. J'en étais certaine. Elle était venue pendant mon absence, elle avait fouillé dans mes affaires, elle avait ouvert le cadre, elle avait trouvé la photo, et maintenant, elle savait. Ou du moins, elle commençait à comprendre. Cette nuit-là, Marcel rentra encore plus tard que d'habitude. Il était presque minuit. Je l'attendais au salon, dans le noir, le cadre vide posé sur mes genoux.
Quand il alluma la lumière et me vit assise là, il sursauta légèrement. « Bon sang, Madeleine, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais dans le noir ?» Je levai le cadre vers lui. La photo a disparu. Il fronça les sourcils, s'approcha. Quelle photo? Celle que j'avais cachée derrière notre photo de mariage. La photo de toi est claire. Son visage changea instantanément. Toute couleur le quitta. Ses mâchoires se crispèrent. Comment tu l'avais gardée pendant tout ce temps? Oui, répondis-je simplement. Et maintenant elle a disparu. Quelqu'un l'a prise. Il se passa une main dans les cheveux, commença à faire les 100 pas dans le salon. C'est impossible. Personne ne savait qu'elle était là. Personne, sauf toi. Élodie est venue aujourd'hui, dis-je d'une voix blanche. Pendant que j'étais sorti, elle a ouvert le cadre, elle l'a vu. Marcel s'arrêta net. Son regard croisa le mien, et pour la première fois depuis des années, je vis de la peur dans ses yeux. Elle ne peut pas savoir, murmura-t-il. Elle ne peut pas comprendre. C'est juste une vieille photo. Une vieille photo où tu apparais avec sa mère biologique, répliquai-je. Une photo que j'avais cachée dans notre maison. Tu crois vraiment qu'elle est stupide? Il s'assit lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Mon Dieu, souffla-t-il. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pas qu'est-ce que j'ai fait. On. Comme si soudain nous étions complices. Comme si 30 ans de mensonges et de secrets nous liaient enfin dans quelque chose qui ressemblait à une union. Il faut lui parler, dis-je. Il faut lui dire la vérité, avant qu'elle ne la découvre toute seule. Non, il releva la tête brusquement. Non, on ne dit rien. Rien du tout. Cette photo ne prouve rien. Elle était peut-être juste curieuse. Elle finira par l'oublier. Mais je savais qu'il avait tort. Élodie n'oublierait pas. Elle était comme sa mère. Obstinée, intelligente, incapable de laisser un mystère non résolu. Et quelque part, au fond de moi, une petite voix me disait que c'était peut-être mieux ainsi. Que peut-être, après toutes ces années de silence, la vérité méritait enfin de voir la lumière. Même si cette lumière devait tout brûler sur son passage. 3 semaines passèrent dans un silence oppressant. Élodie ne m'appela pas, ne répondit pas à mes messages. C'était comme si elle avait disparu dans un trou noir, emportant avec elle la photographie volée et toutes les questions qu'elle devait maintenant se poser. Marcel, lui, était devenu un fantôme dans notre propre maison. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir, quand il rentrait. Certaines nuits, il ne revenait pas du tout. Il ne donnait plus d'explications, ne prenait plus la peine de mentir. Nous vivions comme 2 étrangers partageant le même toit par pure inertie, par lâcheté, par cette incapacité typiquement française à affronter les choses de front. Et puis, un mardi matin de juillet, le carton d'invitation arriva. Je le trouvai dans la boîte aux lettres, coincé entre une facture d'électricité et un prospectus pour une pizzeria. Une enveloppe épaisse, couleur ivoire, avec nos noms calligraphiés à l'encre dorée. Monsieur et Madame Marcel Beaumont. Mes mains tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, une carte élégante, bordée de motifs floraux délicats, des roses et du lierre entrelacés. Les mots étaient gravés en relief, dans une typographie classique qui rappelait les faire-part de mariage d'autrefois. Vous êtes cordialement invités à célébrer les 25 ans de mariage de Marcel et Madeleine Beaumont. Le samedi 15 août 2009, à 19h30, salle des fêtes Le Confluence. Quai Antoine Riboud, Lyon. Je relus 3 fois, puis 4. Mon cerveau refusait de comprendre. Je n'avais rien organisé. Je n'avais parlé à personne de notre anniversaire de mariage. Je n'avais certainement pas réservé de salle, commandé de traiteur, envoyé d'invitation. Alors qui? La réponse me frappa comme une gifle glacée. Marcel, ou Élodie, ou les deux ensemble. Je montai à l'appartement, mes jambes flageolantes, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Marcel était encore là, exceptionnellement, assis à la table de la cuisine, buvant son café, lisant Le Progrès comme si de rien n'était. « Tu as vu ça ?» demandai-je en jetant l'invitation sur la table, ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Il leva les yeux, parcourut le carton et haussa les épaules avec cette désinvolture insupportable. « Ah oui, j'allais t'en parler. Tu allais m'en parler ?» Je sentis la colère monter, rouge et brûlante, après des semaines de silence et d'humiliation. « Tu organises une fête pour notre anniversaire de mariage sans même me consulter, et tu allais m'en parler ? » « Ce n'est pas moi qui l'ai organisé, » répondit-il calmement, repliant son journal avec des gestes précis, méthodiques. C'est Élodie. Elle a insisté. Elle a dit que 25 ans c'était important, qu'il fallait célébrer. Le sol se déroba sous mes pieds.
Élodie, ma fille, la fille que j'avais sauvée, la fille qui couchait avec mon mari, la fille qui venait de découvrir une photo compromettante cachée dans ma maison. C'était elle qui organisait cette mascarade. Pourquoi? Murmurai-je. Pourquoi elle ferait ça? Marcel me regarda alors, et dans ses yeux gris-bleus que j'avais autrefois trouvés si beaux, je vis quelque chose de terrible. Une lueur de triomphe, de cruauté calculée. Peut-être parce qu'elle veut nous réunir une dernière fois, dit-il avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. Ou peut-être parce qu'elle veut voir jusqu'où nous sommes capables d'aller dans le mensonge. Il se leva, posa sa tasse dans l'évier, et avant de sortir, ajouta sans me regarder. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Les invitations sont parties. Tout le monde sera là. Nos amis, nos collègues, la famille. On ne peut plus reculer maintenant. La porte claqua derrière lui. Je restai seul dans cette cuisine baignée de lumière d'été, tenant l'invitation comme on tient une sentence de mort. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Je recevais des appels de félicitations. Jacqueline, mes anciennes collègues de l'hôpital, des voisins, même Monsieur Renard du rez-de-chaussée qui ne parlait presque jamais à personne. Tout le monde se réjouissait, trouvait l'initiative charmante, touchante, tellement romantique qu'Élodie organise cette fête pour ses parents. Personne ne voyait la farce macabre qui se tramait. Élodie elle-même m'appela la veille de la fête. Sa voix était étrangement douce, presque tendre, mais j'y décelais quelque chose d'autre, une tension sous-jacente, une électricité dangereuse. « Maman, je voulais juste m'assurer que tu viendrais demain. »« Bien sûr que je viendrai, » répondis-je, ma gorge serrée. « C'est mon anniversaire de mariage. »« Oui. » Un silence. « 25 ans. C'est long, n'est-ce pas? 25 ans à vivre avec quelqu'un, à partager sa vie, à garder des secrets. » Mon cœur manqua un battement. « Élodie, je dois te laisser, maman. J'ai encore 1000 choses à organiser. Ah, et porte ta belle robe bleue, celle en soie. Tu es magnifique dedans. » Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Le soir du 15 août arriva trop vite. Je passai l'après-midi à me préparer comme une condamnée se prépare pour son exécution. Je pris un long bain, me coiffai soigneusement, enfilai la robe bleu marine qu'Élodie avait mentionnée, celle que je portais lors des grandes occasions, celle qui me faisait encore me sentir élégante, malgré mes 65 ans, et mes cheveux gris. Marcel était déjà parti quand je sortis de la chambre. Il avait laissé un mot sur la console de l'entrée. « Je t'attends là-bas. » Le taxi me déposa devant la salle des fêtes Le Confluence à 19h précise. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et en acier sur les nouveaux quais réaménagés du Rhône. La lumière du soir se reflétait sur la façade, créant des éclats dorés qui auraient dû être beaux, mais qui me semblaient sinistres. À l'intérieur, la salle était transformée. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond. Des tables rondes étaient dressées avec des nappes blanches, des bouquets de roses pâles, des petites bougies qui tremblaient dans leurs photophores. Un buffet somptueux était installé le long du mur, du saumon fumé, des verrines, des petits fours délicats. Au fond, un DJ installait son matériel, testant le micro qui émettait de petits grésillements. Et il y avait les invités, tellement de gens, des visages que je reconnaissais, mes amis du bridge, les voisins, d'anciens collègues de l'hôpital, des visages que je ne connaissais pas, probablement des relations de Marcel de la banque. Tout le monde souriait, bavardait, buvait du champagne dans des coupes en cristal. Je cherchais Élodie du regard et la trouvais près de la table d'honneur. Elle portait une robe bleue, presque identique à la mienne, mais d'une nuance plus électrique, plus jeune. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et à son poignet, brillant sous les lumières, le bracelet en argent. À côté d'elle se tenait Marcel, mon mari, son amant, l'homme qui nous avait toutes les deux trahis de manière différente. Ils me virent en même temps. Élodie me fit un petit signe de la main, un sourire énigmatique aux lèvres. Marcel, lui, détourna le regard. Je m'avançai dans la salle, saluant les gens mécaniquement, souriant sans vraiment voir personne. Mes jambes me portaient par pur automatisme vers la table d'honneur où 3 chaises nous attendaient, moi, Marcel, et entre nous deux, étrangement, une place pour Élodie. « Maman !» Elle m'embrassa sur les joues, et je sentis son parfum, le même jasmin et bergamote, mais avec quelque chose de plus amer ce soir. « Tu es superbe, je suis tellement heureuse que tu sois là. Merci d'avoir organisé tout ça, » dis-je, les mots sortant automatiquement, vides de sens. Oh, c'était un plaisir. Ses yeux verts me fixaient avec une intensité troublante. Après tout, 25 ans de mariage, ça mérite d'être célébré, ça mérite.
La vérité, tu ne crois pas? Mon sang se glaça. Mais avant que je puisse répondre, la musique s'arrêta. Le DJ annonça qu'il était temps pour les discours. Les invités se turent, se tournèrent vers notre table, des sourires attendris sur leurs visages. Et Marcel se leva, une coupe de champagne à la main, ce sourire charmeur plaqué sur son visage comme un masque de cire. C'est à ce moment-là que je compris. Ce n'était pas une fête, c'était une exécution publique, et j'allais en être le témoin impuissant. Le silence tomba sur la salle comme un linceul. Tous les regards convergèrent vers Marcel, debout, sa coupe de champagne levée vers le plafond, ce sourire que je connaissais si bien, arrogant, sûr de lui, celui d'un homme qui s'apprête à gagner une partie dont lui seul connaît les règles. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. À côté de moi, Élodie était parfaitement immobile, ses mains posées sur la nappe blanche, ses doigts entrelacés avec une précision presque chirurgicale. Le bracelet en argent brillait sous les lumières, comme un témoin silencieux d'une histoire qu'elle commençait seulement à comprendre. « Mes chers amis », commença Marcel, et sa voix résonnait dans la salle avec cette assurance qui avait toujours fait de lui un homme respecté à la banque, un homme qu'on écoutait. Je voudrais dire quelques mots en cette soirée si spéciale. Les gens souriaient, attendaient. Jacqueline, assise à une table près de nous, me lança un regard inquiet. Elle avait toujours su, ma belle-sœur. Elle avait toujours senti que quelque chose clochait dans notre mariage. Mais comme moi, elle avait gardé le silence. 25 ans, poursuivit Marcel en me regardant, et ce regard était si froid, si distant, que j'eus l'impression qu'il voyait à travers moi comme si j'étais devenue transparente, inexistante. 25 ans, c'est long, c'est suffisant, n'est-ce pas? Un murmure parcourut l'assistance. Quelques personnes échangèrent des regards confus. Le sourire de Jacqueline s'effaça. Marcel leva sa coupe encore plus haut, et je vis sa main trembler légèrement. Était-ce de l'émotion, de l'alcool, ou simplement de l'anticipation cruelle de ce qu'il s'apprêtait à faire? Je veux être honnête ce soir, continua-t-il, et maintenant sa voix était plus forte, presque théâtrale. Honnête avec vous tous, et surtout avec moi-même, parce que vivre dans le mensonge, ça use, ça détruit. Et j'en ai assez? Mon estomac se noua. Non, il n'allait pas faire ça. Pas ici, pas devant tout le monde. Je veux quelqu'un de plus jeune, lâcha-t-il, et les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille. Quelqu'un qui me comprenne vraiment, quelqu'un qui n'est pas toi, Madeleine. Le monde s'arrêta. Des hoquets de surprise éclatèrent autour de nous. Une femme porta sa main à sa bouche. Monsieur Renard laissa échapper un petit sifflement scandalisé. Jacqueline se leva à moitié de sa chaise, le visage rouge de colère. Mais Marcel n'avait pas fini. « Je veux que tu quittes l'appartement demain », dit-il en me fixant avec un mélange de défi et de satisfaction. « J'ai déjà fait préparer tes affaires. C'est mieux comme ça. Pour nous deux. » Ma coupe de champagne glissa entre mes doigts engourdis. Je la rattrapais au dernier moment, le cristal glacé contre ma paume moite. Autour de moi, le monde semblait tourner. Les visages se brouillaient, les voix s'estompaient. Tout ce que j'entendais, c'était le battement sourd de mon propre cœur, comme un tambour funèbre. Et puis quelque chose en moi se brisa, ou plutôt, quelque chose se libéra, une vérité enfouie pendant 30 ans, une rage contenue, une dignité qu'on m'avait trop longtemps volée. Je me levai, lentement. Ma chaise crissa contre le parquet. Le silence était si total qu'on aurait pu entendre le vol d'une mouche. Je marchais vers le petit podium où se trouvait le microphone du DJ. Mes jambes tremblaient, mais je ne les laissais pas me trahir. Mes mains étaient saufroides, mais stables quand elles se refermèrent autour du métal. Je regardais Marcel droit dans les yeux. « Avant que tu ne partes, mon cher mari, » dis-je, et ma voix était étrangement calme, presque douce, la voix d'une femme qui n'a plus rien à perdre. « Peut-être devrais-tu savoir qui est réellement la femme pour qui tu me quittes. » Il fronça les sourcils, amusé, presque condescendant. « Qu'est-ce que tu racontes, Madeleine ?» Je souris, un sourire triste, chargé de toutes les années de silence. « Et peut-être, » continuai-je en balayant la salle du regard, croisant les yeux de dizaines de personnes suspendues à mes lèvres, que nos invités devraient savoir pourquoi cet appartement de la place Bellecour dont tu veux me chasser ne t'a jamais appartenu. Des murmures s'élevèrent. Marcel pâlit légèrement. « L'appartement est à moi depuis avant notre mariage, » déclarai-je clairement, pour que chacun entende. Hérité de ma grand-mère maternelle en 1973. Les papiers sont à mon nom, uniquement à mon nom. Alors avant de me chasser de chez moi, Marcel, tu ferais mieux de vérifier tes droits.
Des rires nerveux éclatèrent. Jacqueline applaudit même, un sourire vengeur sur les lèvres. Marcel serra les mâchoires, mais garda son masque d'assurance. Puis je pris une grande inspiration, sentant les larmes monter, mais refusant de les laisser couler. Parce que ce que j'allais dire maintenant, c'était bien plus important qu'une simple question d'appartement. Mais il y a une autre histoire que je dois raconter ce soir, poursuivis-je, ma voix se brisant légèrement. Une histoire que j'ai gardée enfermée pendant 30 ans. Une histoire qui concerne un incendie. Une femme qui est morte en appelant ton nom. Et une enfant que tu n'as jamais reconnue. Le silence retomba, plus lourd encore. Marcel était devenu blanc comme un linge. Élodie, à la table, s'était raidie, ses mains agrippées au bord de la nappe. Le 14 juillet 1984, commençai-je, et maintenant ma voix portait dans toute la salle, claire et terrible. Un immeuble a brûlé à Villeurbanne, rue des Lilas. J'étais infirmière. J'ai couru vers les flammes pendant que tout le monde fuyait. Et au 3e étage, j'ai trouvé une femme magnifique aux cheveux châtains et aux yeux verts, qui tenait une petite fille dans ses bras. Je marquai une pause, laissant les images revenir. Ces images que j'avais essayé d'enterrer mais qui restaient gravées dans ma chair. Cette femme s'appelait Claire, et avant de mourir, coincée sous une poutre, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a demandé de dire à Marcel, à toi Marcel, qu'elle te pardonnait. Marcel chancela. Sa coupe tomba de sa main, se brisant en 1000 morceaux sur le sol. Le champagne se répandit comme du sang doré. Claire était le grand amour de ta vie, n'est-ce pas? Continuai-je, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Celle que tu as aimée avant moi, celle que tu n'as jamais cessé d'aimer. Et moi, pauvre idiote, j'ai cru que je pourrais la remplacer, que je pourrais te faire oublier. Autour de nous, les gens ne respiraient en plus. Certains pleuraient, d'autres regardaient fixement leurs mains, gênés d'être témoins de cette confession publique. Puis, je me tournai vers Élodie, ma fille, mon cœur, mon plus grand mensonge. Et cette petite fille que j'ai sauvée des flammes, dis-je en pointant vers elle, ma main tremblante. Cet enfant que j'ai adopté, que j'ai élevé comme ma propre fille, c'était Élodie. Un hoquet collectif parcourut la salle. Élodie se leva brusquement, renversant sa chaise. Son visage était livide, ses yeux immenses remplis d'horreur et de compréhension. « Tu es la fille de Claire », continuai-je, ma voix se brisant complètement maintenant. La fille de la femme que Marcel a aimée, la fille qu'il n'a jamais su qu'il avait. Marcel tomba à genoux, littéralement. Ses jambes ne le portèrent plus. Il fixait Élodie comme s'il voyait un fantôme. Et dans ses yeux, mon Dieu, dans ses yeux, je vis enfin la vérité éclater. Les mêmes yeux verts que Claire, la même fossette au menton, le même sourire en coin quand elle était gênée. Comment avait-il pu ne pas voir? Mon Dieu, murmura-t-il, et sa voix n'était plus qu'un souffle brisé. Mon Dieu, Élodie, c'est toi. Tu es elle. Je fouillais dans mon sac à main, en sortit la photographie brûlée, celle qu'Élodie avait volée et qu'elle m'avait renvoyée par la poste 3 jours plus tôt, sans un mot, juste cette image comme une question silencieuse. Je la brandis vers la salle. Voici Claire et Marcel, dis-je. Voici la vérité que j'ai cachée pendant 30 ans. Voici le secret qui a détruit nos 3 vies. Élodie arracha la photo de mes mains, la regarda, et un cri déchirant sortit de sa gorge. Elle porta ses mains à sa bouche, son corps secoué de sanglots. « Tu savais » dit-elle en se tournant vers Marcel, et sa voix était pleine de dégoût, de trahison, de douleur. « Tu as couché avec moi alors que tu savais qui j'étais ?»« Non » hurla-t-il. « Je te jure, je ne savais pas. Je ne t'ai jamais vraiment regardé. Je n'ai jamais vu. » Et c'était vrai. C'était la terrible vérité. Il ne l'avait jamais vu, parce qu'il n'avait jamais vraiment regardé personne d'autre que lui-même. Élodie recula, chancelante, puis se précipita vers la sortie, bousculant les tables, les chaises, les invités stupéfaits, et Marcel resta là, à genoux, tenant la photographie brûlée, pleurant enfin. 30 ans trop tard. Les semaines qui suivirent cette nuit furent les plus silencieuses de ma vie. Un silence différent de celui qui avait habité mon mariage pendant des décennies. Ce n'était plus le silence de la résignation, du mensonge, de la lâcheté. C'était le silence du vide. Le silence qui suit une explosion, quand toute la poussière est retombée et qu'il ne reste plus que des ruines. Marcel disparut le lendemain matin. Quand je me réveillais, seul dans notre grand lit, les yeux gonflés d'avoir pleuré toute la nuit, ses affaires avaient déjà été enlevées. Les costumes qu'il rangeait méticuleusement dans l'armoire,
Ses chaussures cirées alignées sous la penderie, ses livres de finances empilés sur la table de nuit, même sa brosse à dents dans la salle de bain, tout avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Il ne laissa pas de lettres, pas d'explication, pas d'excuses. Juste cette absence brutale, cette fuite qui était peut-être la seule chose honnête qu'il ait faite dans notre mariage. J'appris par Jacqueline, qu'il avait su par un collègue de la banque, qu'il avait démissionné de son poste au Crédit Lyonnais, qu'il avait quitté Lyon. Certains disaient qu'il était parti pour Marseille, d'autres pour Paris, d'autres encore prétendaient qu'il avait traversé la frontière suisse. Personne ne savait vraiment. Et au fond, personne ne s'en souciait vraiment non plus. Le scandale avait éclaté dans tout Lyon. Notre histoire était devenue le sujet de tous les bavardages. Dans les boulangeries, aux terrasses des cafés du Vieux Lyon, dans les salons bourgeois de la presqu'île. Les gens parlaient de nous avec ce mélange de fascination morbide et de jugement moral qui caractérise si bien notre société. Certains me prenaient en pitié, la pauvre femme trompée. D'autres me condamnaient pour avoir gardé un tel secret. Quelques-uns, les plus cruels, ricanaient, disant que j'avais eu ce que je méritais pour avoir voulu garder un homme qui ne m'avait jamais aimé. Je ne sortais presque plus. Je vivais recluse dans mon appartement de la place Bellecour, cet appartement qui était vraiment le mien maintenant, dont personne ne pourrait jamais me chasser. Mais cette victoire, si on pouvait l'appeler ainsi, avait un goût de cendre. Jacqueline venait me voir 2 ou 3 fois par semaine, m'apportant des courses, s'assurant que je mangeais, que je ne m'enfonçais pas trop profondément dans cette dépression qui menaçait de m'engloutir. Elle ne me jugeait pas, elle me serrait simplement dans ses bras, me laissait pleurer sur son épaule et me répétait sans cesse « Tu as fait ce qu'il fallait, Madeleine, tu as dit la vérité, c'était douloureux, mais c'était juste. » Mais la personne dont l'absence me déchirait le plus, c'était Élodie. Elle ne répondit à aucun de mes appels, à aucune de mes lettres. J'en envoyais 15 en un mois, des lettres pleines de larmes et d'excuses, essayant d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable. Toutes me revinrent avec la mention « destinataire inconnu » à cette adresse. Elle avait déménagé, disparu, effacé toute trace de son passage dans ma vie, comme Marcel l'avait fait, et je ne pouvais pas lui en vouloir, parce que moi, qui l'avais élevée, qui l'avais sauvée, qui l'avais aimée comme ma propre fille, je lui avais aussi menti pendant 30 ans, je lui avais caché qui elle était vraiment. Je l'avais laissée tomber amoureuse de son propre père sans intervenir, par lâcheté, par peur, par égoïsme. Quel genre de mère fait une chose pareille? Les mois passèrent, l'été céda la place à l'automne. Les feuilles des platanes de la place Bellecour virèrent alors puis tombèrent, tapissant le sol d'un manteau rouille et brun. Les touristes disparurent. Lyon retrouva son rythme tranquille, sa vie quotidienne, et mon histoire, notre histoire, devint peu à peu un vieux scandale qu'on ressortait de temps en temps lors de dîners, pour alimenter la conversation, avant de passer à autre chose. Mais moi, je ne pouvais pas passer à autre chose. Chaque soir, avant de me coucher, je m'arrêtais devant le mur du salon. Le cadre de notre photo de mariage était toujours là, mais je l'avais retourné, face contre le mur. À la place, j'avais accroché la photographie brûlée de Claire et Marcel, celle-là même qui avait révélé la vérité. Je la regardais pendant des heures, leur visage jeune et heureux, leur innocence, leur amour, un vrai amour, contrairement à ce que Marcel et moi avions partagé. Et je me demandais, si j'avais dit la vérité dès le début, si j'avais eu le courage de révéler qui était Élodie, comment nos vies auraient-elles été différentes? Marcel aurait-il aimé sa fille? L'aurait-il élevée? Ou aurait-il fui, incapable de supporter le poids de cette responsabilité, de ce rappel constant de la femme qu'il avait perdue? Élodie aurait-elle grandi plus heureuse en connaissant ses origines? Ou aurait-elle été brisée par le rejet potentiel de son père? Et moi, aurais-je été libéré de ce fardeau? Ou aurais-je simplement trouvé un autre mensonge pour combler le vide de ma propre vie? Je n'aurais jamais les réponses à ces questions. Ce que j'avais, c'était juste cette leçon terrible, gravée dans ma chair et mes os. Le silence peut sembler protecteur, mais il est toujours destructeur. Les secrets qu'on croit enterrés ne meurent jamais vraiment. Ils pourrissent sous la surface, empoisonnant tout ce qu'ils touchent, jusqu'au jour où ils explosent et détruisent tout le monde. 1 an après cette nuit terrible, je reçus une lettre. Une enveloppe simple, sans adresse de retour, avec juste mon nom écrit d'une écriture que je reconnus immédiatement. Fine, élégante, légèrement penchée vers la droite. Élodie. Mes mains tremblaient quand je l'ouvris. À l'intérieur, une seule feuille, quelques lignes seulement. Maman, je ne peux pas encore te pardonner.
Peut-être que je ne pourrai jamais. Ce que tu as fait, ce que vous avez tous fait, a brisé quelque chose en moi qui ne se réparera probablement jamais. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as gardé le secret. La peur, la honte, l'amour mal placé. Je comprends, même si je ne peux pas accepter. Je vis à Bordeaux maintenant. J'ai changé de nom, recommencé ma vie. Je ne reviendrai pas à Lyon. Mais je voulais te dire merci pour m'avoir sauvé ce soir-là, pour m'avoir donné une enfance même si elle était construite sur un mensonge, pour avoir finalement eu le courage de dire la vérité, même si c'était trop tard. Ma mère, Claire, serait fière de toi pour ça, je crois. Prends soin de toi. Et je pleurais en lisant ces mots. Je pleurais comme je n'avais jamais pleuré. Des sanglots profonds, douloureux, qui vidaient mon corps de toutes les larmes que j'avais retenues pendant 30 ans. Mais au milieu de cette douleur, il y avait aussi quelque chose d'autre. Un soulagement minuscule, une acceptation fragile. Elle ne me pardonnait pas, mais elle comprenait. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était tout ce que je méritais. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je vis seul dans mon appartement de la place Bellecour. Mes cheveux sont entièrement blancs maintenant. Mes mains tremblent un peu quand je prépare mon thé le matin. Mes genoux me font mal quand je descends les escaliers. Mais je suis en paix. Pas le genre de paix heureuse qu'on voit dans les films. Non, c'est une paix plus sombre, plus lourde. La paix de quelqu'un qui a payé pour ses erreurs, qui a dit la vérité et en a accepté les conséquences. Le portrait brûlé est toujours accroché à mon mur. Parfois, quand la lumière de l'après-midi tombe d'une certaine façon, je peux presque voir Claire me sourire depuis cette photographie. Un sourire triste mais compréhensif, comme si elle me disait « Tu as fait ce que tu as pu, Madeleine. Ce n'était pas parfait, mais tu as essayé. » Et c'est peut-être ça, finalement, la leçon que je voulais partager ce soir, avec vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout de cette longue confession. Le silence protège rarement ceux qu'on aime. Il les emprisonne. Le vrai amour, le vrai courage, c'est de dire la vérité, même quand elle brûle, même quand elle détruit, même quand on sait qu'on perdra tout. Parce qu'une vie construite sur le mensonge n'est pas vraiment une vie. C'est juste une longue agonie silencieuse. Et moi, j'ai choisi de vivre. Enfin, même si c'était 30 ans trop tard, parfois je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous eu le courage de dire la vérité dès le début, sachant que cela aurait pu détruire tout le monde? Ou auriez-vous, comme moi, choisi le silence, espérant protéger ceux que vous aimiez, pour finalement découvrir que ce silence les empoisonnait lentement? Il n'y a pas de bonne réponse, je le sais maintenant. Il n'y a que des choix imparfaits, faits par des êtres humains imparfaits, essayant de survivre dans un monde qui ne pardonne jamais vraiment nos erreurs. Ce que j'ai appris au prix de tout ce que j'avais, c'est que l'amour sans vérité n'est pas de l'amour. C'est une prison dorée où tout le monde souffre en silence. Les secrets que nous gardons pour protéger les autres finissent toujours par les blesser davantage que la vérité ne l'aurait jamais fait. Et quand nous choisissons le mensonge par lâcheté, nous ne faisons que retarder l'inévitable effondrement. La seule question est, quand la vérité éclatera, aurons-nous encore la force de survivre à ses conséquences? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres choix, vos propres secrets, je vous invite à suivre cette chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent la complexité de l'âme humaine. Laissez un like pour soutenir ce type de contenu authentique et profond. Et surtout, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, les histoires des autres nous aident à comprendre les nôtres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, la vérité fait mal, mais le mensonge tue.